Si vous voulez bien, nous allons démarrer. Tout d'abord, je tenais à saluer la présence de M. Gravier, ce soir en public. J'espère que le pas clair qui est tout le temps là n'est pas souffrant. Et puis je salue également Mme De Rosa du Républicain Lorrain. Mes chers collègues, ce soir, et notamment au niveau du point 2, vous avez reçu chacune et chacun des petites feuilles avec des sélections de noms qui sont provenant soit des communes, soit certaines du personnel de la communauté de communes, ou d'autres de Facebook, ou du personnel de Facebook, il y en avait énormément, donc on est sélectionné à chaque fois deux. Donc vous avez un ensemble de noms afin de baptiser le multi-accueil à Étange-Grande. Je vous propose d'opérer de la manière suivante. Chacun avec cette liste de noms en choisit deux. Et à un moment donné, Antoinette passera près de vous, ramassera tous les bulletins et pendant que nous continuerons notre ordre du jour, et établira un décompte. Et en cas d'ex-aequo, nous tirerons les pénaltys, on verra bien comment nous procédons. Alors, le point 9, c'est simplement réacter un point sur lequel nous avons déjà délibéré. Lors du passage au contrôle de légalité, il nous a été demandé de modifier certaines choses. Le point 16, vous avez reçu chacun les modifications de la base minimum CFE. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous demande l'autorisation d'inscrire un point numéro 28 concernant la ZAC de Étange-Grande et une modification du dossier de réalisation. Donc Billy vous exposera le contenu de ce point. Et je vous demande également de pouvoir inscrire en position 29 un point que notre collègue Bernard Zenner veut présenter, une motion concernant un débat responsable sur la transition énergétique. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur l'approbation du rajout de ces points? Si personne n'est contre, je vous remercie. Alors là, je m'adresse particulièrement aux élus de la 8e commission. Je leur demanderai, à l'issue de ce conseil communautaire, de rester 2 minutes ou voire 3 avec Brigitte et moi-même. Nous avons besoin de valider une méthode dans le cadre de l'élaboration de la saison culturelle 2014. Et ensuite, je voudrais faire avec eux, ou au moins ceux qui vont à Châlons, à la fin du mois de juillet, un point sur le fonctionnement de ce déplacement à Châlons. Voilà. Donc si les élus de la 8e peuvent rester à l'issue du conseil communautaire, je vous dis, on en a pour 3 minutes. Au niveau des différentes manifestations, donc ce week-end, la fête médiévale à Rodemack, le 14 août, il y a une sortie à Useldange. Vous savez qu'on a, avec nos amis et voisins du Luxembourg, d'Useldange, où à travers le site de Rodemack, des liens se sont établis entre les seigneurs de Rodemack. Et donc, dans le cadre d'une opération culturelle, mais aussi qui va nous permettre de pouvoir aller présenter des dossiers au niveau européen, histoire d'avoir quelques financements supplémentaires, nous avons mis en œuvre
avec la 8e, un partenariat avec la commune du Zolnange. Donc, dans le cadre de ce partenariat, un déplacement va être réalisé le 14 août. Donc, un bus va être mis à disposition et donc je vous invite à vous y inscrire pour celles et ceux qui voudraient faire le déplacement. Je vous rappelle que pour l'instant, le Citadel Trophy international du 12 au 15 septembre est toujours d'actualité. Les discussions continuent d'avancer avec le groupe Canal+, dans le cadre d'écrire le partenariat. Donc nous étions positionnés favorablement. Et donc maintenant, on doit encore écrire les choses et j'espère pouvoir à un moment donné signer cette convention avec Canal+, dans l'état d'esprit dans lequel nous nous étions positionnés favorablement. Le Tour de Moselle, également le 14 septembre, donc ça va être un week-end très chargé parce que c'est également le week-end des Journées du patrimoine. Donc les services et les cellules de la communauté de communes entre le 12 et le 15 septembre vont être énormément sur le terrain. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de date sur l'inauguration du multi-accueil à Étangerons. Alors, une première date avait été avancée, mais vous imaginez bien, lorsqu'on regarde les financeurs, on s'aperçoit que le Conseil général est le premier financeur, et donc il me semblait important de pouvoir bénéficier de la présence du président Weithel dans le cadre de cette inauguration à Étangerons. Alors pour l'instant, nous sommes en train d'essayer de trouver une date qui pourrait lui convenir. Donc celle qui avait été avancée initialement, pour l'instant, n'est plus d'actualité. Dès que j'en saurai plus, bien sûr, on vous la communiquera et on doit se situer sur le mois d'octobre, à peu près. Alors, par contre, la date qui lance l'opération de valorisation de la citadelle à Rodemack, le 28 septembre, cette dernière est maintenue. J'espère que le parrain et la marraine du site pourront se joindre à nous. Je sais que Madame de Fontenay a déjà quelques engagements, donc elle ne le sera peut-être que par retransmission ou hertzienne ou via un écran. Pour l'instant, la présence de M. Berne est encore d'actualité. Et vous savez très bien que, suivant des impératifs de production ou d'enregistrement, ça peut changer à la dernière minute. Mais dans tous les cas, nous maintiendrons cette date, car autour de ce moment, d'autres actions sont engagées que vous découvrirez au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Et bien sûr, alors, il y aura sur la piscine complètement restaurée, sur la piscine complètement réaménagée, au moins en partie et dans son image extérieure, le 5 octobre, il y aura un moment journée porte ouverte sur le site de la piscine à Brest. Et donc là autour, là aussi, avec le délégataire Carélis, nous sommes en train de regarder comment un peu symboliser le retour à la vie de cette piscine depuis tellement d'années maintenant. Sa toiture était endommagée et l'aspect extérieur était détérioré.
Donc vous avez pu voir que les échafaudages ont fleuri sur une partie de la piscine. Donc elle sera fermée pour des raisons de travaux du 15 juillet au 30 septembre. Pourquoi? On va travailler, enfin les entreprises vont travailler sur le toit au-dessus des bassins. Donc pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser des gens être dans les bassins et les entreprises au-dessus. Et pour les mêmes raisons, la société Carélis ne pourra pas faire l'entretien en temps masqué. Donc les travaux normalement se terminent j'ai dit quoi, le 30 septembre? Non, c'est le 30 août. C'est le 30 août. Et donc ensuite, Carélis prendra 15 jours pour faire l'entretien normal. Et donc la piscine ouvrira le 15 septembre. Donc on sera en phase avec votre volonté, c'est-à-dire de s'adresser en priorité aux enfants de nos classes des écoles primaires. Donc lorsque les écoles primaires reprendront en septembre, toujours vers la 3e ou la 4e semaine, les cours de natation reprennent, donc la piscine sera opérationnelle. Voilà. Donc mes chers collègues, ce 3e conseil communautaire s'inscrit dans la continuité des autres. Je dirais de l'action et de l'ambition pour notre territoire, mais aussi de la solidarité pour nos entreprises et nos habitants. De l'action à travers une nouvelle compétence, comme celle des cours d'eau. De l'action à travers le budget annexe de la petite Carcassonne. De l'action avec notre communauté qui tient sa place dans le pacte territorial. De l'ambition avec la création d'une seule énergie. Et de la solidarité envers les plus petites entreprises et le monde de l'artisanat, ainsi que de la solidarité envers nos habitants avec le vote des abattements fiscaux. Action, ambition, solidarité, voilà 3 mots qui qualifient bien votre politique, notre politique depuis le début de ce mandat. Donc si vous le voulez bien, mes chers collègues, et sans plus attendre, je vous invite maintenant à rentrer dans le vif de nos débats. Et pour cela, il nous faut un ou une secrétaire de séance. Donc Isabelle, es-tu d'accord? Je te remercie. Donc le point numéro 1 concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire en date du 5 mars 2015. Avez-vous des remarques? Donc, sans remarque de votre part, je considère qu'il est approuvé. Le point numéro 2 concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire en date du 2 avril 2013. Pour ce dernier, avez-vous des remarques? J'en ferai de même, donc sans remarque de votre part, il est approuvé. Je voulais encore vous faire savoir que ce soir différentes procurations ont été données. Donc, je sais que M. Dubuisson me l'a donné, que M. Delazer l'a donné à Viviane Guitera, que M. Gilles Bernard l'a donné à Mme Genénation, que Michel Blanc l'a donné à Gérard Tails, Pierre Jacques à Nicole Cortez, Jean-Marie Cridel à Michel Erga, Madame Weber à M. Tormen, M. Clément Édouard à M. Hens. Et voilà, j'ai fait le tour des différentes
procuration, et donc le quorum est réglementairement atteint. Le point numéro 3 concerne les décisions prises dans le cadre de mes délégations. Avez-vous des questions, étant donné que vous avez eu les rapports en amont? Oui, Jean. J'ai une question sur la décision 2013-18 du 26 mars. Je voulais savoir si le projet de vestiaire communautaire sur le terrain de Boust était à usage restrictif des activités communautaires ou est-ce qu'il pouvait aussi bénéficier aux joueurs de Boust? Alors, je me laisserai répondre Denis sur le sujet, si tu veux bien, Denis, mais logiquement, c'est pour les clubs communautaires. Vas-y, Denis, peut-être que tu veux préciser un peu les choses en 2 mots. Oui, je confirme ce que tu viens de dire, Michel, c'est qu'effectivement, la construction de ce vestiaire a été construite pour pouvoir permettre à tous ceux qui vont utiliser le nouveau terrain synthétique de Boust, donc tous les clubs d'intérêt communautaire ou communautaire sur le territoire. Oui, je voulais juste préciser parce que aujourd'hui on a quand même au club de Boust un vestiaire qui est relativement dégradé. Alors je m'interrogeais quand même savoir si on ne pouvait pas faire de mise en deux. Alors, donc aujourd'hui la problématique, entre guillemets, était qu'il existe une convention où c'est la commune de Boust qui met à disposition des vestiaires pour l'ensemble des clubs, je dirais communautaires, qui utilisent le terrain en schiste. Force est de constater que c'est toujours un peu délicat. Aujourd'hui, par rapport aux consommations électriques, par rapport aux consommations d'eau, par rapport au ménage, par rapport aux dégradations aussi. Donc, l'idée de faire un vestiaire communautaire attaché au terrain communautaire était en fait liée à ça. D'avoir une autonomie, la communauté de communes a du personnel, peut aller vérifier dans le vestiaire communautaire ensuite qui vient ou qui ne vient pas, s'il y a des dégradations, s'il n'y en a pas, l'état de propreté à l'issue. Et donc on ne voulait pas recommencer, et je me vois mal recommencer un conventionnement dans l'autre sens. Donc je pense que demain, si on ne veut pas revenir à l'histoire ancienne, lorsque les joueurs de Boust utiliseront comme les autres clubs le terrain synthétique, à ce moment-là, ils pourront aller se changer, bien sûr, dans le vestiaire communautaire. Ils pourront utiliser les touches du vestiaire communautaire. Mais lorsque le dimanche, ils vont jouer en championnat, à mon sens, mais maintenant, je dirais que le débat peut être posé en 7e commission, et je demanderai à Denis d'en référer et de se positionner avec la commission, mais autrement, à mon sens, lorsque Boust joue en championnat, Boust doit utiliser les vestiaires du club de Boust. Mais ta question sera soumise à la 7e place. Et est-ce qu'il est prévu la même chose sur une tranche? Alors, sur une tranche, donc la volonté de la 7e commission était qu'à terme, là aussi je parle sous le contrôle de Denis et des élus de la 7e commission, qu'à terme, que le deuxième terrain synthétique voit le jour. Donc pour moi, il faudra rester dans la même logique. Lorsqu'il y aura le deuxième terrain synthétique à une tranche, là aussi la communauté de communes devra rester et être autonome pour les mêmes raisons avec la mise en œuvre de la construction d'un vestiaire communautaire. Je crois qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Si on part d'un principe à Boust, on doit partir d'un autre principe à une tranche. Voilà, donc la programmation du deuxième, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va intervenir, mais aujourd'hui, la priorité, étant donné que c'est le plus ancien et que c'est le plus dégradé, on démarre par celui de Boust. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Y a-t-il
d'autres questions? Non? Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 4. Ah oui, c'est des décisions du bureau. Y a-t-il, avez-vous des questions sur ce point? Non? Si vous n'en avez pas, je peux passer au point numéro 5. C'est la même chose, c'est des décisions du bureau du 9 avril. Donc, si vous n'avez pas de remarques, nous allons passer au point numéro 6. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de bien vouloir préciser certaines délégations que j'ai et que vous m'avez transmises. Donc, les modifications, quelque part, sont en italique, mais pour faire simple, c'est de pouvoir permettre à un vice-président, dans l'ordre du tableau, de pouvoir signer certains documents en cas d'absence. Alors, quand je parle d'absence, ce n'est pas une journée partie, c'est une période d'hospitalisation, c'est une période de vacances, et voilà. Donc, aujourd'hui, pour ne pas bloquer le système, est-ce qu'on peut concevoir que dans l'ordre du tableau, c'est-à-dire dans mon premier Michel, puisse signer en mon absence? Je crois que c'est dans l'intérêt général de pouvoir, de ne pas bloquer, bien sûr, les différentes décisions. Donc, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Le point numéro 7. Ce point numéro 7, je ne vais pas le détailler. Parce que depuis le temps qu'on en parle, vous le connaissez tous. Je veux dire, on l'a cousu, on l'a décousu, et maintenant, il revient à nouveau vers nous. C'est la prise de compétence de l'aménagement des cours d'eau. Donc aujourd'hui, les syndicats des rivières, le syndicat de la Guisselle, le syndicat de la Volaire, ont acté leur dissolution. Donc il est demandé à la communauté de communes de prendre la compétence, et comme les communautés ou d'agglos, je pense à celle de Thionville, ou de communes, et je pense à celle de Sierre, ne prennent pas la compétence de pouvoir conventionner avec la commune de Haute-Comms, qui fait partie du syndicat de la Volaire, mais aussi de conventionner avec la commune de Thionville et de Madame, qui font partie du syndicat de la Guisselle. Donc la communauté de communes serait représentée par des délégués communautaires, et ces communes-là seraient représentées par, comme aujourd'hui à travers les syndicats, par des conseillers municipaux. Donc aujourd'hui, on est, je dirais, ce dossier a mûri, ce dossier a avancé, et je crois que toutes les parties sont prêtes à travailler en bonne intelligence dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point 8, c'est un point que nous avons travaillé, et c'est une décision que nous avons prise lorsque nous avons évoqué le débat d'orientation budgétaire. C'est l'histoire de la compétence des réseaux eau pluviale sous les voiries d'intérêt communal ou sous les voiries d'intérêt communautaire.
Donc, les modifications des statuts, vous les aviez vues en annexe, vous avez pu les lire, mais c'était ce qu'on avait, strictement ce qu'on avait décidé et débattu lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, avez-vous des questions à ce sujet? Si vous n'avez pas de questions, nous allons mettre ce point numéro 8 directement au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9. Ça concerne le pacte territorial, et dans le cadre du pacte territorial, une SEM va être, un syndicat mixte ouvert, va être créé dans le cadre de Europort Lorraine. Donc aujourd'hui, là aussi, on avait déjà dû faire plusieurs fois discuter de ce point. Vous avez eu le rapport. Donc, d'une part, je voulais savoir si vous aviez des questions sur ce sujet. Si vous n'en avez pas, il faut désigner des membres titulaires qui vont siéger au sein du syndicat mixte ouvert. Donc moi je vous propose, alors bien sûr après il peut y avoir d'autres membres, mais moi je vous propose, pour des raisons au niveau déjà du vice-président en charge du développement économique et d'aménagement du territoire, et également de Nibor. Pourquoi? Parce que bien souvent, il est sur Thionville, il est à proximité des lieux de débat, il est également vice-président, donc je voulais vous proposer que ces deux derniers soient titulaires, et de mettre en suppléant, bien sûr, le premier vice-président Michel Chivy et Madame Katia Génération, qui est également dans la 5e commission. Alors certains pourraient être étonnés de ne pas m'y retrouver, mais j'y serai malgré tout en tant que conseiller général. Voilà. Donc je suis délégué du conseil général au sein de ce syndicat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Si vous n'en avez pas, on va le soumettre au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, ça concerne toujours le pacte territorial. Donc il s'agit de l'équipement, du grand équipement à vocation sportive, économique et le C culturel. Donc le G6 a demandé des candidatures. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est, et dans un ordre de priorité, c'est de proposer au G6 deux endroits pour éventuellement accueillir cet équipement. En priorité, la ZAC de Cannes, mais également la ZAC de Étanges. Donc voilà, notre choix numéro 1 serait Cannes, notre choix numéro 2 Étanges. Donc, je crois que de toute manière, la communauté de communes n'ayant que deux zones qui peuvent contenir un tel équipement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux que de proposer les deux. Donc si vous n'avez pas de questions, on va passer ce point également au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et dès à présent, je vais passer la parole à mon ami Michel. Bien, le point numéro 11 concerne le
budget principal, la décision modificative numéro 1 pour l'exercice 2013. Alors, ce n'est pas quelque chose de simple, comme vous avez pu le constater, en référant le rapport de cette décision modificative. Alors, je vais essayer de vous la résumer. On va parler d'abord du fonctionnement, qui, pour un total équilibré en dépenses et en recettes, de moins 145 500, sont inscrits l'annulation des crédits prévus pour la petite Carcassonne qui sont transférés dans un budget annexe, qui fera l'objet d'une autre délibération, et l'ajustement du montant du FPIC 2013 en dépenses. Donc moins 145 000 équilibrés en dépenses et en recettes. Pour l'investissement, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, pour un total équilibré en dépenses et en recettes de 418 339,87 € sont donc inscrits en dépenses et en recettes les crédits soldant les opérations sous mandat de la construction de l'espace aquatique et de la construction du centre de tir, qui font également l'objet de deux délibérations distinctes que nous verrons tout à l'heure. En dépenses, ventilation des crédits prévus au budget politique 2013 en article spécifique des opérations liées aux travaux sur VICC et sur ERA VICC. En dépenses et en recettes, inscription de nouvelles opérations sous mandat. En dépenses, les crédits inscrits pour la réserve naturelle des Forges à hauteur de 120 000 € et pour le versement de la participation à ERDF pour 110 000 €. En dépenses, des régularisations d'imputation. Et cette section est équilibrée par l'inscription de crédits supplémentaires liés au FCTVA. Voilà pour cette décision modificative numéro 1 pour le budget général. Avez-vous des questions? Bon, vous avez bien compris, c'est des lignes d'écriture, c'est des équilibres et des régularisations. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12. Le point numéro 12 concerne l'exercice 2013 du budget assainissement, décision modificative numéro 1. Donc, en exploitation, pour un total équilibré en dépenses et en recettes de 183 840 €, sont inscrites les régularisations d'imputation sur l'exercice antérieur, concernant un changement de section pour les subventions et pour les dépenses de réparation. Et en investissement, pour un total équilibré en dépenses et en recettes de 183 840 €, sont inscrites les contreparties des régularisations prises en compte en exploitation. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13. Le point numéro 13 et 14 concerne l'ouverture de budget annexe, la petite Carcassonne et l'inscription des crédits supprimés par décision modificative du budget principal. Donc, il vous est proposé de créer un budget annexe spécifique pour la petite Carcassonne à compter du 25 juin 2013 et de transférer les crédits initialement prévus au budget général et d'opter pour l'assujettissement au taux de TVA en vigueur des dépenses et des recettes liées à cette activité et toujours à compter de la même date. Et alors sur ce point numéro 13, vous l'avez bien compris, pour l'instant, le projet de restaurant doit être encore affiné. Donc, pour l'instant, nous avons ouvert un cava ou un café, si vous préférez. Alors, là aussi, nous devons encore affiner certaines choses avec notre licence 4. Et en attendant, nous ne vendons que des boissons sans alcool. Déjà aujourd'hui, quelques personnes tout doucement viennent. Ce qui me fait dire que quelque part, on ne s'est pas trompé, c'est que notre office de tourisme
reçoit déjà régulièrement, sans que nous ayons fait de publicité, des appels pour des réservations de repas pour des bus entiers. Donc pour l'instant, nous devons bien sûr décliner l'offre, et nous espérons avec le propriétaire avancer un peu plus vite sur le projet de restaurant dès que nous aurons un ensemble d'informations qui nous manquent aujourd'hui. Je parle de l'estimation des domaines en matière de loyer. Je parle de décision de réalisation d'investissement. Donc dès que nous aurons pu avancer sur ce dossier, nous reviendrons vers vous et nous verrons bien comment nous avancerons sur le dossier du restaurant. Mais pour l'instant, il nous manque des données, il nous manque des informations, et donc j'ai préféré, avec l'avis du bureau, et j'en avais parlé un jour en 8e commission, mettre un peu ça en stand-by en attendant d'y voir un peu plus clair. Mais je vous dis, je pense que le pari doit être un bon pari vu les appels qu'on a déjà allotés par des sociétés de bus. Donc aujourd'hui, de mémoire, je crois que ça représente 5 bus qu'on aurait déjà pu accueillir dans le cadre du restaurant. Alors bien sûr, aujourd'hui, l'office de tourisme est sans publicité. Et donc l'office de tourisme aujourd'hui les renvoie et les ventile sur tous les restaurants du territoire. Voilà. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, on peut passer ce point-là au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Bon, dans le point numéro 14 donne le détail de la section de fonctionnement en recettes et en dépenses équilibrée à 210 000 €. Et concernant la section d'investissement, l'équilibre en dépenses et en recettes s'élève à 30 000 €, avec le détail qui figure sur vos documents. Avez-vous des questions? Non? Si vous n'en avez pas, nous allons procéder de la même manière et mettre ce point à l'ordre du jour. Au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le numéro 15 concerne l'aménagement numérique, la création d'une autorisation de programme. Vous vous souvenez que le 5 mars 2013, le Conseil communautaire a approuvé la création d'une nouvelle autorisation de programme à compter de 2013 pour les travaux à réaliser pour l'aménagement numérique du territoire communautaire. Donc il nous faut identifier les crédits prévus dans une autorisation de programme pour 6 ans, donc de 2013 à 2018. Pour 2013, un crédit de paiement de 800 000 €, et pour les années 2014 à 2018, un crédit de paiement de 1 540 000 €. Voilà, donc c'est conforme à ce qu'on avait évoqué au débat d'orientation budgétaire. J'attire quand même l'attention, alors j'ai pas la liste, mais certaines communes n'ont pas encore délibéré. Donc j'invite chaque maire ou chaque adjoint ou chaque conseiller municipal présent de s'assurer que dans sa commune, on a bien délibéré. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 16 concerne la modification des bases minimum de CFE, la contribution foncière des entreprises. Donc le 5 mars, lors des débats d'orientation budgétaire, on avait étudié la possibilité de modifier les bases minimum de cotisation foncière des entreprises pour les établissements qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 €. Et un état des lieux ont été demandés à MS Conseil avec une projection financière. Donc, vous avez été destinataire de ce document
Une des choses intéressantes à noter, c'est qu'il y a 634 établissements sur le territoire, pour une base nette de 60 450 euros. La base nette du CNPE, 58 621 367 euros, ce qui représente 87,7%. Non, 87,97%. Donc, or, CNPE, la base nette est de 1 273 euros, soit 2,03%, donc c'est véritablement très bas. On a aussi déterminé trois catégories de contribuables soumis à la base minimum. Pour ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros, 198. Un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros, 135. Et un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, 116 contribuables. Il faut noter que la loi de finances 2013 a subdivisé cette dernière catégorie en deux. Le chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros et le chiffre d'affaires supérieur à 250 000 euros. La base minimum appliquée à ces catégories de contribuables est égale à 2106 euros en 2012. Ce montant unique est la conséquence de la réforme de la taxe professionnelle de 2009. Pour permettre aux contribuables ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros de bénéficier d'une réduction d'impôt, deux choix sont à déterminer. Pour déterminer le montant de la base minimum des établissements ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros et de fixer un taux de réduction à appliquer sur cette base nouvelle minimum pour les établissements ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. Les réductions de contribution foncière des entreprises peuvent être accordées à ces deux catégories de contribuables. Donc, il est proposé de fixer à 2 000 euros le montant de la base minimum des établissements ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros et d'appliquer un taux de 50% à cette base minimum, portant ainsi la base minimum des établissements ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros à 1 000 euros. Bien sûr, de constater un manque à gagner de l'ordre de 44 400 euros en 2014 pour les recettes fiscales communautaires. Voilà, souvenez-vous, mes chers collègues, on avait, au moment du débat de la CFE, on avait un peu regardé les différentes actions qu'on devait entreprendre vers les entreprises, et notamment les plus petites. On le sait maintenant depuis quelque temps, elles souffrent quand même. Et c'est malheureusement pas prêt de s'arrêter. Donc aujourd'hui, et à travers la réforme de la taxe professionnelle qui a eu lieu en 2009, un taux unique de base a été mis en œuvre. Il a été mis en œuvre, donc ce taux était de 2000, cette base était de 2106 euros, il a été mis en œuvre, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, sans discerner une entreprise qui a moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, sans discerner une entreprise qui a moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, sans discerner une entreprise qui a plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc cette base était là. Donc aujourd'hui, ce qui est demandé, il vous est demandé une cohérence par rapport à notre discussion au moment du débat d'orientation budgétaire, où nous nous étions inscrits dans l'aide aux artisans, dans l'aide aux petites entreprises. Donc pour ce faire, il faut modifier la base. Donc comme vous l'a rappelé Michel, on mettrait un taux de 2000 de base. Donc ça veut dire que les entreprises inférieures à 100 000 euros gagneraient un peu d'argent et on mettrait un taux d'abattement de 50% pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. Ça voudrait dire que leur base, à elles, vont passer à 1 000 euros. Et donc là aussi, ces artisans vont gagner. Notamment ceux inférieurs à 10 000 euros vont gagner à peu près 300 ou 400 euros, je crois. Alors, je ne sais pas, je regarde madame Chimeno. 200 euros, voilà. J'étais de mémoire, mais vont gagner 200 euros. Alors, 200 euros, ça peut sembler peu, mais c'est déjà un premier geste envers les artisans.
Voilà, donc je crois on est un peu cohérent. Je ne devrais pas le dire, mais si demain l'État met une tranche et discerne des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 €, on pourra peut-être faire la même chose dans l'autre sens pour les très grosses entreprises. Comment? Voilà, donc rien ne nous l'empêchera de mettre en œuvre une autre stratégie en 2014, mais je crois qu'aujourd'hui, par solidarité pour les artisans qui, excusez-moi, et je salue les internautes, mais qui rament un peu, je crois qu'on leur devait cette année. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe. Oui, monsieur Zener. Moi, j'ai pas de questions, seulement je suis concerné par la mesure parce que j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc je ne porterai pas au vote. Donc, dès qu'on consigne, on va pas. D'accord. Donc, c'était effectivement pas une question, c'était une explication de non-vote. Y a-t-il d'autres remarques? Si on n'a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour nos artisans, pour nos petites entreprises. Le point suivant, le point 17. Le point 17 concerne les abattements fiscaux pour la taxe d'habitation. Je rappelle que le 5 octobre 2012, nous avions décidé d'instituer un taux d'abattement général à la base de 15%, et les taux d'un abattement obligatoire pour charge de famille à 10% pour chacune des deux personnes à charge, et à 15% à partir de la troisième personne à charge. Donc il nous faut aujourd'hui confirmer ces taux. Oui. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc c'était la solidarité vis-à-vis de nos habitants. Nous avions mis en place une politique d'abattement déjà l'année dernière. Ce qui vous est proposé par Michel, c'est de la reconduire. Y a-t-il des questions? Alors, je ne sais pas si maintenant on fait tous comme Bernard, étant donné qu'on est tous habitants du territoire, on part par mon vote et je ne suis pas sûr que ça va être voté. Donc, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un vote contre? Je vous remercie. Le point suivant, le point 18. Concerne le centre de tir à Volmont-Angély, l'écriture de la régularisation de la maîtrise d'ouvrage déléguée à la Seine-et-Marne dans Lorraine. Donc on vient très en arrière, puisque c'était en date du 12 février 2008 que le Conseil communautaire avait pris acte du bilan de clôture de l'opération sous mandat du centre de tir avec la Seine-et-Marne dans Lorraine. Il y a une vérification des services de la trésorerie principale sur l'île du Trois-Frontières. Le compte budgétaire 238 dépenses de cette opération n'est pas soldé au compte de gestion pour un montant de 182 898,25 €. De plus, compte tenu du montant de l'opération, la collection en euros a dégagé un écart de 24,46 €. Donc, on vous propose de solder cette opération. Et pour solder cette opération, d'inscrire les crédits nécessaires en décision modificative comme suit, on l'a vu tout à l'heure. Pour l'article 23.13, dépenses d'ordre 182 898,25 € et l'article 23, recettes d'ordre pour la même somme. Et on vous propose de ne pas prendre en charge l'écart de 24,47 € qui a été constaté après la conversion en euros. Voilà, ce point et le suivant sont des points qu'on a retrouvés dans la décision modificative que nous avons d'ailleurs entérinée avant. Donc, je nous vois mal voter pour avant et contre maintenant. Mais bon, étant donné que ce point était inscrit, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Concernant l'espace nautique Cap-Vert, c'est la même chose. Nous avions pris cette délibération le 29 septembre 2009. On avait pris acte de la bilan de clôture sous mandat de l'espace nautique avec la Seine-et-Marne dans Lorraine. Là, il s'agit d'une somme de 12 341,62 € que nous avons ventilée
sur l'article 23.13 et l'article 238. Et puis la différence est encore moindre puisqu'il y a un écart de 0,82 €. Donc on vous propose de ne pas prendre en charge cet écart de 0,82 €. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie et je vais d'ores et déjà passer la parole à Gérard Ferrand. Merci Michel. Donc ça concerne l'acquisition de la maison de l'enfant pour la partie périscolaire. Vous connaissez tous la maison de l'enfant à Cattenom qui a été construite il y a déjà un certain nombre d'années par la commune de Cattenom. Lors de la prise de compétences petite enfance, la moitié de cet équipement a été transféré donc, à la communauté de communes et géré actuellement en crèche multi-accueil qui s'appelle les Touches à tout. La commune de Cattenom est en train de construire un périscolaire sur la route de Mondorf, vous voyez en passant tous les jours. Et donc, lorsque la commune de Cattenom, les enfants de Cattenom intégreront ce périscolaire, libéreront la partie de la maison de l'enfant qui a été consacrée au périscolaire. Donc, il nous faut faire l'acquisition de cette partie de bâtiment pour pouvoir non seulement améliorer l'accueil des enfants et des animateurs, des salariés de la communauté commune pour la partie crèche. Donc cette partie a été évaluée par le service des domaines à 155 000 € de taxes hors mobilier et cuisine. Et la proposition qui vous est faite ce soir, c'est d'acquérir cette partie avec bien sûr les mobiliers cuisine et également la partie VRD pour un montant total de 228 000 € net de toute taxe. 228 000 €. D'autoriser le président à signer l'acte d'acquisition, qui sera établi en forme administrative par la commune de Cattenom et tout document y afférent, et de demander l'exonération des droits d'enregistrement au titre de l'article 1402 du Code général des impôts. Avez-vous des questions sur ce sujet? Je précise également que cette extension, cette modification permettra donc d'accueillir 15 enfants, 15 places supplémentaires, donc on peut considérer 40 à 45 enfants supplémentaires. 15 places. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc effectivement, maintenant, comme l'a dit Gérard, il y a l'avantage de pouvoir accueillir entre 10 et 15 enfants supplémentaires, mais surtout de pouvoir améliorer les conditions de travail des salariés qui n'ont sur ce site aucune salle, ni de repos, ni d'isolement ou de vestiaire. Voilà. Donc la grande démarche et le grand intérêt aussi de la reprise du bâtiment de la commune de Cattenom, c'est de donner des conditions plus favorables au personnel de la communauté de communes. Donc si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, en gros, à vos petits papiers, vous avez ça comme ça. Et le résultat en fin de séance. Voilà. Et ne changez pas les noms. Et donc Antoinette, si vous le voulez bien, va dépouiller. Alors, est-ce que notre secrétaire de séance veut assister Antoinette? Pour la plus grande transparence du vote. Vous avez noté que le moment je fais en ligne. Moi j'ai une configuration. Donc si vous le voulez bien, le temps que ces dames vont dépouiller, je vais passer la parole à M. André. Oui, point numéro 22, le règlement d'assainissement collectif, modification. En fait, le règlement qu'on vous propose, c'est un. Je pense que vous avez quand même jeté un coup d'œil.
qui regroupe un règlement pour l'assainissement non collectif, pour l'assainissement collectif, mais aussi des dispositions pour les lotisseurs. Alors, ces modifications, on peut dire qu'elles sont de deux sortes. D'abord, on intègre certains textes comme le Code de la santé publique et le règlement sanitaire départemental. Il y a aussi des arrêtés du 7 mars et 27 avril 2012. Alors, ces textes-là ne figuraient pas dans les règlements précédents, donc ils ont été rajoutés. Ensuite, deuxième catégorie de modifications, la volonté était d'assouplir la règle imposant systématiquement un réseau séparatif au nouveau lotissement en la remplaçant par une concertation avec le service assainissement en fonction des contraintes de terrain et des projets ciblant les zones concernées. Bon, en gros, ça veut dire qu'on n'impose plus de façon systématique, mais qu'on tient compte de la volonté d'expansion future. Est-ce que le réseau va être connecté ou non plus tard à une station d'épuration? Ensuite, édicter clairement le mode de contrôle des branchements d'assainissement collectif dans le cas des ventes en réponse aux consultations de notaires. Alors, vous savez que lorsqu'il y a des ventes, il y a toujours des demandes de notaires. Alors, ce que vous proposez, c'est. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il parle de branchement d'assainissement collectif. Les demandes concernent aussi surtout le non collectif. Je me demande. Le non collectif, tout est en place. Comment? Pour le non collectif, tout est en place au niveau du règlement. Oui. Oui, non, mais les demandes qui viennent des notaires concernent le non collectif. Si c'est non collectif, il y a le diagnostic. Attendez, Pascal, attendez. Vous allez prendre le micro. Non, vous n'allez pas le prendre. Prenez celui de votre voisine. Pour le non collectif, les différents contrôles existent. Dans le règlement d'assainissement non collectif, on ne les crée pas. Là, c'est simplement la précision pour les contrôles sur le collectif. Pour le collectif, oui, mais d'accord. Parce que les demandes qui sont faites par les notaires peuvent concerner du non collectif. Oui, non, mais là, c'est un diagnostic complet. Donc, les prix existent dans le règlement. Ils existent déjà, d'accord. Donc ça concerne le collectif. Le degré d'intervention des services peut être différent. Soit on peut répondre à la demande du notaire uniquement en regardant les plans, et dans ce cas, on propose la gratuité. Par contre, s'il faut faire un diagnostic plus complet du mode d'évacuation des eaux usées et pluviales, avec un compte rendu sur papier, des plans, des photos, dans ce cas, on propose que cette prestation soit facturée au même prix que le diagnostic initial d'ANC, soit 105 € hors taxe. Voilà, ce sont les principales modifications. Le règlement, vous l'avez lu. Si vous avez le courage, je vous invite quand même à jeter un coup d'œil. On l'a regardé en commission, on a procédé à un certain nombre de modifications, d'améliorations. Bon, je ne sais pas si. Tout le monde l'a lu, en fait. Oui. On l'a lu. Il y avait des propositions à l'époque, mais c'était surtout des membres de la commission environnement, comme les autres, je ne sais pas si. Et comme tout le monde l'a lu, on va leur demander s'ils ont des questions. Et comme ils n'ont pas de questions, on va proposer au président de faire passer au vote. Voilà. Donc, oui, Marie-Marc. Moi, je ne l'ai pas relu, mais j'avais bien lu pour la commission. Et là, comme je n'ai pas relu, je ne retrouve pas les conditions de reprise des réseaux dans les lotissements. Dans 90% des maisons n'ont pas été construites et crépies. Mais c'est un problème qui nous empoisonne depuis un certain temps. Donc je ne le retrouve pas instantanément avant qu'on vote, que tu nous reprécises ce qui a été rédigé, puisqu'il y avait une longue discussion à ce sujet. Donc je vais prendre les temps. Normalement, la règle, c'est que 90% des maisons doivent être construites et crépies pour éviter que du béton soit renvoyé, ou de la laiton soit renvoyée dans le réseau
sont un peu pris en otage par les propriétaires voisins, qui, dans certains cas, et on a des cas très précis, ne construisent pas mais n'ont pas annoncé au départ. Donc on veut faire un service public censé rendre service à la population, et finalement on se retrouve avec des propriétaires qui se retrouvent avec le réseau d'assainissement sur les bras, pas de réseau pluvial calculé par la commune, mais le réseau d'assainissement, au sein de l'assemblée propriétaire, et c'est le bazar le plus complet, et c'est le meilleur moyen de se mettre des amis dans une commune, et en commençant par ce lotissement. Alors, Marie-Laure, je vais être très bon parce que ce dossier, c'est un dossier que je connais bien. D'une part, tu l'as évoqué, d'autre part, lors de la visite de territoire à Fixem, des habitants de Fixem sont venus me voir à ce sujet. Suite à cette interpellation, j'ai fait remonter avec les services et on a parlé avec le vice-président. Donc cette donnée va être prise en compte, mais comme on a une suite logique dans la mise en œuvre des dossiers, donc aujourd'hui, la 4e doit encore, je crois, se prononcer sur le sujet, même si elle s'est positionnée en disant qu'elle était favorable. Ce que souhaitaient les membres de la commission, c'était de examiner au cas par cas. Oui, alors le cas par cas, j'ai toujours un peu de mal parce que le cas par cas, après, ça peut devenir la tête du client dans certains moments. Et donc, il vaut peut-être mieux que le règlement et que la commission emmène cette souplesse, et je suis favorable à cette souplesse. Après, le cas par cas, c'est toujours délicat. Aujourd'hui, suivant les positionnements des uns ou des autres, on pourrait tomber un jour, même sans le faire exprès, dans du clientélisme. Alors, donc, aujourd'hui, il est demandé de voter ce règlement. La problématique que tu as soulevée, que tes habitants ont soulevée, vont être prises en compte, mais doivent encore faire, à mon sens, au moins l'objet d'une précision peut-être supplémentaire pour qu'on évite le clientélisme et qu'on s'y mette à l'abri. Et donc, dès qu'on aura un positionnement de la 4e du bureau, on considérera qu'on informera les habitants de Fixem que les choses vont dans le bon sens, et lors du prochain conseil communautaire, nous reprendrons, si nécessaire, le point spécifique juste de ce règlement. Moi, je veux juste qu'on tombe... Non, mais je voulais juste vérifier ça, c'est ce que la 4e décision a proposé. Oui. C'est ce point que je ne retrouvais pas, c'est comme c'est écrit, moi ça me fait bien, puisqu'on a dit ça. Je sais, mais moi, je remettrai peut-être un peu dessus, et je voudrais que la 4e en reparle. Alors, c'est pour ça qu'on sera peut-être amené à le modifier un peu. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, on puisse faire du clientélisme. Je préfère un règlement qui soit défini, les 90%, c'était quelque chose de bien. Du cas par cas, et vous le savez bien, avec la pression ou des promoteurs, ou des individuels, je veux dire, même vous-même, on ne va pas s'en sortir. Si on laisse une porte de sortie, on risque d'être à un moment donné coincé. Donc, pour l'instant, on met de la souplesse, on va régler le problème de Fixem, mais je souhaiterais que peut-être dans un deuxième temps, on se mette des garde-fous et des barrières un peu plus rigides. On a quand même découvert en 4e commission qu'il n'y avait pas qu'un problème Fixem. C'était celui qui a fait réfléchir, mais manifestement ça se produit ailleurs. Et 90%, quand il y a un lotissement de 3 maisons, 4 maisons, il faut que toutes les maisons soient construites. C'est sûr, ce problème a été rencontré ailleurs. Et pour l'instant, on avait fait appliquer stricto sensus là. C'est pour ça que moi, je ne vois vraiment aucun inconvénient à ce qu'on y emmène cette souplesse. Il n'est pas juste que certains soient pris en otage comment on pourrait dire, de gens qui veulent un peu spéculer sur la valeur des terrains sur ce territoire. Donc certains peuvent acheter un terrain, ils vont le laisser à nu sur quelques années, et donc on n'arrive pas à notre pourcentage défini où la communauté de communes reprend. Donc pour moi, un engagement clair et net, ou au moins arriver en disant
parcelle et je ne construis pas pendant 5 ans, pendant 10 ans, et c'est écrit et c'est acté et on ne revient pas, pour moi, me paraîtrait quand même être une solution où à partir de là, le clientélisme est exclu, où on est sur des règles bien définies. Parce que le cas par cas peut à mon sens, s'avérer dangereux, et même pour vous-même, lorsque les promoteurs et certains sont, et je le dis même devant la caméra, peuvent être des emmerdeurs. Et donc à un moment donné, vous ne savez pas et vous ne savez plus comment vous en défaire. Donc si le règlement est plus rigide, au moins on évite ces questions. Donc là, on règle le problème de Fixem et d'autres. On amène la souplesse voulue par la Commission et peut-être quand même essayer de repenser à l'avenir. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Michel. Juste une remarque pour le dossier de clientélisme. Le garde-fou, quand même, est soumis à l'avis de la 4e commission et pas à l'avis d'un maire ou d'une personne. C'est l'ensemble de la 4e commission qui devra se prononcer sur une éventuelle dérogation après prise d'information par les services techniques. Mais pour moi, le système est lourd. Le système est lourd, c'est-à-dire que si demain ou après-demain, un habitant soulève un questionnement, que la 4e commission vient de se réunir la veille ou qu'elle se réunit plus avant 2 mois et demi, il n'y a plus personne qui a une réponse. Si on a un règlement clairement édicté, les services l'appliquent directement. Voilà. Dans le cas de construction de maisons d'habitation, on n'est généralement pas dans un domaine d'urgence pour prendre une décision sur la journée. Des fois, et je le vois à travers des actes, je veux dire, le permis, l'autorisation de la vente de terrain est soumis à l'obtention d'un permis de construire en 6 mois. Donc, pour que le permis soit délivré, si c'est la commission qui doit trancher, et si ce n'est pas un règlement, il faudra qu'elle se réunisse. Il faudra qu'elle se réunisse sur des laps de temps. La dérogation, c'est la reprise du réseau. Oui, mais là, ça peut être... Ça ne conditionne pas le permis de construire. Ça peut être dans le cadre de permis de construire, à mon sens quand même, si c'est les gens qui ont les parcelles vides ou des choses comme ça, on peut être coincé. On peut être coincé par le service instructeur du permis de lotir aussi. Sur le permis de lotir, oui, mais là on parle de la reprise à l'issue des travaux quand il y a moins de 90% dans certains cas particuliers. Mais pour moi, que la commission doit trancher, c'est pas le bon principe. Je pense, mais on en rediscutera. Je pense que le mieux, c'est un règlement. Une fois qu'on a un règlement, nos services peuvent répondre en disant, écoutez, c'est comme ça, et c'est comme ça pour tout le monde. Je crois que ça, c'est quand même le mieux. Mais bon, on en reparlera. En tous les cas, aujourd'hui, on a répondu à l'attente de la commune et des habitants de Fixem et d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on a pu, on va mettre ce point à l'ordre au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Le point suivant. Le point suivant, c'est le projet de ZDE. On demande au Conseil communautaire sa position de principe sur la création d'une SEM, Société d'économie mixte locale. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous passe tout l'historique de ce dossier. Je vous rappelle tout de même que le 13 avril 2010, le Conseil communautaire a pris la compétence en ce qui concerne l'étude de la CDE. La commission a travaillé, et cela en collaboration avec la CA Porte de France Thionville. Elle a auditionné des candidats. Pour le moment, il y en a 2 qui ont été présélectionnés. Et à l'issue de ces auditions, il apparaît que la création du CEP serait économiquement intéressante dans les conditions actuelles de rachat de l'électricité par EDF. Le temps de retour sur l'investissement est inférieur à 5 ans, une durée de vie du parc supérieure à 20 ans. Donc on avait estimé qu'il fallait demander l'avis non seulement de la 4e commission, la commission environnement, mais également de la 5e commission, parce qu'il y avait un aspect économique. Ces 2 commissions ont donné un avis
favorable. Oui, ça continue ici. Bon, donc on vous demande tout simplement l'accord de principe. Alors moi, je ne parlerai pas des documents joints en annexe, que je trouve qu'ils n'ont rien à faire là. En cas d'accord sur la création d'une SEM, les intercommunalités et communes concernées seraient dans un premier temps appelées à se concerter et à définir leur niveau de participation à cette dernière, et dans un second temps à finaliser le choix de l'éventuel partenaire, après proposition du groupe de travail qui a mené les auditions. Monsieur Zenet. Donc c'est à ma demande en fait que les documents ont été joints, et je remercie le président en tout cas de les avoir mis dans le rapport. Simplement, il faut savoir que pour une décision, les conséquences que ça peut entraîner. Donc je me suis exprimé favorablement lors de cette commission en expliquant bien, est-ce que tu peux parler à proximité du micro? Oui. Bon, en expliquant effectivement. On peut tirer, alors il avance. On peut tirer. Ah oui. Bon, en expliquant qu'effectivement, lorsque on fait de l'éolien, en fait ça coûte plus cher du fait qu'on demande à EDF d'acheter le courant plus cher que le produit. Et donc forcément, j'ai joint des chiffres issus de la commission de la régulation d'activité, la CRE, du fait que la CSPE, la contribution en fait, qui est demandée pour la contribution d'électricité, la CSPE augmente depuis 2002, et que effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, la CRE demande une augmentation des tarifs d'électricité entre 6 et 9%, ce que le gouvernement actuellement a refusé vu la période de crise. Donc on voit bien qu'une décision locale peut effectivement nous impacter de par une décision d'un projet d'éolien. Et donc mon souci c'était de dire on a effectivement bâti une SEM sur, d'ailleurs il l'a rappelé, sur un retour d'investissement de 5 ans. Or on n'est pas sûr effectivement que ça va être 5 ans, parce que comme on demande à l'élève de racheter du courant électrique et que de l'autre côté elle lui interdit de monter les tarifs, forcément il y a quelque chose qui va bouger. Donc mon intervention lors de la cinquième commission, et d'ailleurs on l'a mis dans la décision en tout cas, c'est qu'il faut absolument garantir qu'au moment du conventionnement que l'on va passer, on ait effectivement un retour prévu. Parce que si effectivement le retour il est sur 50 ans, ça ne peut plus passer là. Donc il faut impérativement, quand on signe, qu'effectivement on ait bien un retour garanti sur effectivement l'installation de l'éolien. Voilà, c'était ma remarque, et c'est pour ça qu'on l'a écrit comme ça, c'est pour ça que je voterai pour ce rapport, du fait qu'il faut absolument que l'intérêt financier de la non-énergie soit garanti au du cautionnement. Parce qu'autrement, effectivement, si demain on nous dit finalement vous avez cautionné, vous avez une convention à temps et puis finalement on vous donne moins, finalement toutes les SEM, toutes les communes qui ont mis de l'argent ne vont pas retrouver la somme de départ. Voilà, donc, moi, je suis satisfait de la façon dont ça a été rédigé. Ma remarque a été prise en compte. Simplement, je voulais que tous les élus soient conscients qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on met de l'éolien, ça coûte plus cher aux contributeurs final, c'est en fait à tous les particuliers. Simplement, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas contre l'éolien. Simplement, je pense qu'il faut. Chaque fois qu'on veut produire de l'éolien, il faut le faire. Simplement, il ne faut pas tromper non plus le consommateur final qui finalement va payer plus cher en électricité. Moi, je n'ai absolument pas la même interprétation. D'abord, le rapport, alors j'ai dit que je n'ai pas lu cette participation, cette contribution. Bon, on m'a demandé de présenter le rapport, mais ce qui a marqué là-dedans, ça ne reflète absolument pas mon point de vue, donc je tenais à le souligner. Ensuite, je suis assez étonné de voir, comme on donne en annexe, document qui est signé par un certain Michel Gué, citoyen, contribuable et consommateur français. Si maintenant les débats importants qui concernent l'environnement, on tient compte du courrier d'une personne, alors que le débat a lieu non pas seulement au niveau français, mais au niveau européen. Il y a un engagement de la France de faire de l'éolien, de faire de l'énergie renouvelable. Alors moi je trouve absolument pas normal qu'on communique ce genre de documents alors qu'on
saine, mais en aucun cas on a abouti sur des documents dont on ne connaît pas l'origine, ni les références des destinataires. La référence destinataire, c'est Michel Gué, c'est le propriétaire, c'est un citoyen français, voilà, qui donne son point de vue, et je trouve intéressant de le donner pour qu'en tant qu'élu on le connaisse. Et d'autre part, les autres sources, notamment CSPE, c'est la commission de régulation de l'énergie, elle l'a créée, qui est téléchargée sur le site internet. C'est une chose plus connue, et d'ailleurs j'invite le recteur à consulter pour voir qu'effectivement l'article a été mis sur le vice-président de l'ADEME. Il y a effectivement des choses erronées qui ont été mises dans les règles par rapport à la commission régionale des questions. Moi, j'aimerais bien savoir quel serait le prix de l'énergie nucléaire si on tenait compte du démantèlement des centrales nucléaires. On sait très bien que ça n'a jamais été prévu. C'est prévu, c'est provisionné. Ça n'a jamais été prévu. C'est provisionné. Et André, alors je me demande juste s'il n'y a pas une confusion entre l'article de la motion et les documents fournis dans le cadre de la motion et les documents de ce rapport. Oui, non, mais moi je trouve que c'est pas normal. Nous, l'ordre du jour, c'est la position classique sur la création d'une scène et on nous donne des documents. Non, il n'y a pas de documents. L'annexe 23B. C'est la motion. Et moi je vois. D'accord. Attendez, alors, ça avait été donné en commission, le document. Donc, il a été donné en commission, et donc lors de la commission à la cinquième. Lors de la commission de la cinquième, ce document a été mis dedans. Donc la cinquième a donné un avis favorable en ayant discuté sur ce document. C'est pour ça que dans le cadre de la transparence, qui est la mienne, j'ai joint ce document à vous. Donc Monsieur Béli a demandé la parole avant toi, monsieur. Donc moi je partage encore. Mettez votre micro. Voilà. Il y a marqué votre lumière. Non, votre lumière. C'est la chose à côté de la lumière. Mais ça va. Non, mais non, c'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Voilà. Donc moi je partage un peu l'avis d'André, à savoir qu'il y a une partie des informations qui apparaissent dedans, et à ce niveau-là elles n'ont pas à être présentes. C'est-à-dire que là on peut apparaître au motif de l'effet pervers d'une décision nationale. Il y a pas d'effet pervers vu que c'est un effet annoncé, et on sait très bien que c'est un moyen de booster, un moyen de production qui coûte cher. On le sait, aujourd'hui l'environnement coûte cher, il ne faut pas l'oublier, donc je trouve que ça n'a pas non plus à être présenté de cette manière-là. Ça n'est pas un moyen pervers, c'est officiellement un moyen qui est boosté, c'est connu, c'est affiché, donc ça je ne partage pas. Derrière ça, moi je me pose la question au nom de quoi Bernard intervient par rapport à ce genre de choses. Parce que là j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un lobbyiste qu'autre chose. À chaque fois on voit apparaître la notion de nucléaire qui est derrière, des choses comme ça. Aujourd'hui on nous demande de diversifier nos productions, ce qui est très bien. À la limite personne n'a la panacée, personne ne sait exactement ce que demain ça va donner. On sait très bien que la recherche est là, et on espère que la recherche nous permettra d'aboutir le plus rapidement possible à des procédés typiques combustibles ou des choses dans ce genre-là. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire de manière industrielle. On sait que c'est une étape, tout comme le nucléaire est une étape et devrait à terme être rayé de la carte. Mais à côté de ça, c'est un excellent produit. Il ne faut pas en arriver à vouloir systématiquement s'opposer d'une manière. Moi, je trouve qu'elle est insidieuse cette manière-là, parce que je défie à quiconque de comprendre les commentaires qui ont été précisés. Je vous garantis, en les ayant eus hier, j'ai regardé, je comprends rien. Voilà, je sais ce que c'est, l'école latin, moi j'apprends de RDF, ne le disons pas, je suis pro-nucléaire, pour en dire, mais pas dans des conditions comme ça. Qu'on soit clair, le nucléaire c'est un excellent produit, avec des risques. Demain, on ne peut pas comparer une production directement à l'échelle du nucléaire comparée avec de l'éolien ou du photovoltaïque. C'est comparer un paquebot avec une barquette, c'est n'importe quoi. On est dans un autre monde là. Il faut arrêter là, c'est du n'importe. Je trouve que cette manière d'opérer, ça m'énerve. À chaque fois, on revient là-dessus et c'est pénible.
on part sur un projet industriel, on arrive sur des questions de politique de fond qui sont imposées par l'État et par l'Europe. On n'a pas la compétence pour pouvoir discuter de ça ici. C'est malvenu, ça aurait déjà peut-être pu être discuté plus à fond en commission. Et moi, je n'ai pas vu en commission apparaître tous les documents qui ont été fournis en parallèle. Il faut savoir quand même qu'il y a brillantes personnes là-dedans qui sont d'excellents anonymes. Moi, j'ai cherché un peu savoir quelles étaient tes références, hormis quand tu parles de la crise, mais la crise c'est très vaste. Mais les personnes que tu cites et qui ont écrit des lettres ouvertes et des choses comme ça, je ne sais pas qui c'est, moi. Moi, je peux t'en trouver un sac demain qui dira le contraire. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on en arrive à un débat malvenu par rapport à un projet industriel, par rapport à une volonté de faire quelque chose de nouveau, de s'inscrire dans un schéma global de production d'énergie différent simplement, et complémentaire à ce qui est mis en place. Ça ne va pas plus loin. Donc, je suis gêné par cette attitude. Ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et j'estime que c'est un peu lourd par moment. Il faut arrêter. Quand on parle d'effet pervers, je ne suis absolument pas d'accord dans la mesure où ça a toujours été annoncé et qu'il était vrai que ça avait une incidence sur le coût du kilowattheure. Ça, je suis désolé avec toi, ça n'est pas un effet pervers. On le sait, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un produit qui est boosté. À partir de ce moment-là, s'il est boosté, le prix n'est pas réel. On le sait très bien. Et c'est pour pouvoir tirer vers le haut et pouvoir engager les choses. Il y a nombre d'opérations qui ont été faites comme ça. Voilà. Moi, je rejoins la d'André, je pense que ce n'est pas le débat pour l'instant. Pour l'instant, la question, c'est est-ce qu'on se prononce pour ou contre la création de la scène. Effectivement, je trouve dommage qu'on ait mis ce paragraphe sur le fait que le président attire l'attention sur les documents en annexe. Je pense qu'il était malvenu à cet endroit-là. On avait demandé à ce soit mis en envoi les divers, pour discuter des divers. Voilà, là, je pense qu'il y a une confusion de genre. Je souhaiterais qu'on revienne à la discussion qui est la création de la scène pour l'exploitation des parcs éoliens sur les communes concernées. Le débat concernant les documents emmenés, la position de principe sur la validité ou pas de l'éolien, etc., on le verra en divers, comme c'est prévu. Je pense qu'on va mélanger les deux choses. D'accord. Si vous voulez, je vais... voilà. Donc moi, je vais être d'accord sur le fond que le débat sur l'éolien, pas l'éolien, le nucléaire, pas le nucléaire, on l'aura sur le point 28 ou 29 à travers la motion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et sur ce point, c'est la mise en œuvre ou pas d'une scène. D'une scène énergie. Et donc, pour moi, je voudrais qu'on ait une réflexion un peu plus grande, là, maintenant, et qu'on ait peut-être 30 secondes d'un autre débat. Je voudrais savoir ce que mes collègues de la 4e, ceux de la 5e, éventuellement, peuvent penser si, dans le cadre de la création de cette scène, on y mettrait d'autres sources d'énergie que l'éolien aussi, telles que les chaufferies bois, telles que les panneaux photovoltaïques. Est-ce que dans le cadre de cette scène énergie, les autres moyens, est-ce qu'on les voit bien intégrer également la scène énergie? Moi, je pense que là, on est dans le débat de la scène. Pourquoi je dis ça? Parce que des communes se sont lancées dans le cadre de la chaufferie bois. Donc, est-ce que, dans le cadre d'une scène énergie, on peut concevoir que ces communes amènent la chaufferie bois dans la scène? Est-ce qu'on peut concevoir que dans la Seine, des communes qui se seraient lancées, ou la communauté de communes qui s'est lancée sur du photovoltaïque sur le stand de Tigre, amène le photovoltaïque? Pour moi, une Seine est normalement, avant tout, un acteur économique du territoire. Un acteur économique où les collectivités locales gardent la main
à travers 51% du capital. Donc ma question à moi là ce soir sur ce rapport est de savoir ce qu'on peut y mettre dans cette scène énergie. Est-ce qu'on considère que tous les autres facteurs, des éventuelles énergies renouvelables, telles que celles que j'ai citées, puissent également être mis dans cette scène? Donc ça me semble une question importante, parce que économiquement, ça peut être important, parce que demain, des communes qui se lancent dans la chaufferie bois peuvent aussi éventuellement les amener. Donc moi je voudrais que dans le cadre de la réflexion sur la création de la SEM, je puisse savoir si on la limite à ce projet éolien, ou est-ce qu'on fait une vraie SEM énergie, où on considère que toutes les énergies renouvelables et tous les moyens puissent être emmenés dans le capital de cette SEM.